Voilà, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Pierre Turlure du Japon, hein. Tu es là en Japon et moi je suis à Paris. Donc c'est quand même, on peut critiquer la technologie, mais c'est quand même assez extraordinaire de voilà, pouvoir communiquer ensemble. Donc à Paris, moi il est 10 heures. Chez toi, donc tu m'as dit tout à l'heure qu'il était 5 heures d'après-midi. C'est ça. Voilà. Et donc nous sommes ensemble pour parler du livre que tu viens de publier chez Almora, qui s'appelle donc S'éveiller à sa véritable nature, paroles vivantes des maîtres anciens du Zen. Donc on va présenter ce livre Mhm. et on parlera aussi de tes autres livres. Alors je te présente rapidement. Donc tu es professeur de littérature et de philosophie C'est ça? À Kyoto, au lycée français, j'imagine. Oui, c'est Exactement. ça. Donc nous sommes collègues en fait de philo. Oui, oui. Euh, et tu es aussi moine zen. Oui, D'ailleurs, on le voit à ta tenue, qui est tout à fait adaptée. Tu es moine zen de la tradition du Zen Soto. tout à fait. Tout à Voilà. fait. Tu as déjà publié plusieurs livres que j'avais beaucoup aimés, et c'est pour ça que je t'avais demandé d'ailleurs ce manuscrit. Donc, Apprivoiser l'éveil et La saveur de la lune chez Albin Michel, et puis aussi Trois maîtres zen au relier chez Marc de Smet. Et aussi un recueil de haïkus à l'harmattan À qui l'Harmattan. s'appelait Montagne flottante, en effet. Parfait. Donc, voilà, tu construis peu à peu une véritable œuvre. Et là, j'ai vu que tu publies à peu près chaque année, en fait, hein. C'est assez régulier, Oui, quasiment tous les ans, hein. bah, écoute, oui, j'ai cette chance, j'ai cette opportunité, puisque en fait, les textes me viennent. C'est une des particularités de cette écriture. Je n'estime pas écrire moi-même, j'estime être le colporteur, celui qui finalement présente des choses qui lui sont déposées, qui lui sont offertes. Et ben, ma foi, c'est intarissablement que cela se produit. Et donc, pour l'instant, la source n'est pas encore tarie. Ça viendra peut-être un jour. Nous nous mettrons à l'école du silence à ce moment-là. Pas tout de suite. Alors, donc, je disais que tu es témoin dans la tradition Zen Soto, mais tu enseignes aussi le zen, en fait. Là, d'ailleurs, tu disais que tu revenais à l'instant là d'une pratique du zen. Donc, tu enseignes le zen. Comment ça se passe dans cet enseignement par Zoom, d'ailleurs? Eh bien voilà, donc puisque les choses sont ce qu'elles sont et la situation sanitaire a été difficile ces derniers temps, et puis la communauté qui s'est constituée autour de mes modestes enseignements est internationale, donc c'est un outil tout à fait indiqué, Zoom, en tout cas Zoom, Skype, et nous nous rencontrons effectivement plusieurs fois par semaine pour d'abord Zazen, qui est la pratique de l'assise silencieuse, et puis des partages d'enseignements durant lesquels j'interviens, mais aussi certains de mes plus proches élèves euh, sur des textes, sur des thématiques et sur d'autres choses, bien évidemment. Ça fait partie de notre pratique quotidienne. Voilà. D'accord. Alors, je suis enseignant, oui, enseignant, je suis d'avant tout un pratiquant. Je pense qu'un maître, c'est avant tout un disciple, et je ne m'estime pas maître, je refuse ce titre. Mhm. Je suis avant tout un moine qui pratique et qui essaye de transmettre ce qu'il a reçu et qu'il continue de recevoir tous les jours. Voilà, donc c'est simplement, je suis une personne qui pratique, et par cette pratique, j'inspire d'autres à pratiquer. Et c'est pour cela qu'on peut dire que je suis un enseignant. Oui, Mhm. voilà. Et est-ce que tu enseignes aussi au Japon, à des Japonais? Est-ce qu'il y a une pratique du zen encore vivante au Japon? Alors, la pratique du zen au Japon est, ma foi, extrêmement difficile. Il faut bien comprendre que au Japon, le zen est en train de sérieusement péricliter. Non seulement les temples de campagne, les temples de paroisse, les paroisses traditionnelles du zen sont en train de fermer les unes après les autres, les temples ferment, il n'y a plus assez de paroissiens pour financer la pratique des moines, et puis les temples d'entraînement aussi ferment, et les pratiquants, les candidats à la formation des monastiques sont de moins en moins nombreux. Donc, il y a vraiment une crise de la pratique du zen. Il n'en demeure pas moins que j'interviens au Koshoji à Uji, c'est-à-dire à côté de Kyoto, Mhm. et que je suis là-bas en qualité d'enseignant de couture. J'enseigne aux laïcs à coudre des kessa et des rakusu, ça c'est un kessa. Euh, Mhm. voilà. Et puis je pratique là-bas une fois, deux fois par mois, ça dépend, bien sûr. Mhm. Voilà. D'accord. Et tu viens aussi en Europe, en France en particulier, quelquefois, donner des enseignements in situ, en présentiel, comme on dit?
Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, Ouais. j'y suis pas venu à cause de ce fichu Covid depuis 2 ans, 3 ans là. Et là, j'y arrive, j'y cours, puisque je prends l'avion dans 2 semaines pour aller du côté des Cévennes. On va se retrouver une trentaine, une quarantaine à s'asseoir en silence, à pratiquer dans le dépouillement notre tradition d'une manière assez simple, assez directe, Mhm. peu exotique, parce que je n'aime pas beaucoup les falbalas et les manières ésotériques et nippones. Donc, c'est une scène très directe, très frais, que nous allons pratiquer ensemble là-bas, dans un lieu qui est merveilleux. Parce que les Cévennes, tu sais, c'est C'est beau, ouais. vraiment Mm. ouais, super beau. Mm. Et alors, tu disais que tu transmettais ce que tu avais reçu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta lignée avant qu'on en vienne au livre? Donc, tu as reçu une transmission du Dharma de Nishijima, je crois. Alors, pas tout à fait Nishijima. Je suis dans la lignée de Oui. Nishijima et de Rempo Niwa. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé, comme beaucoup de gens en Occident, quand j'étais adolescent, à pratiquer dans la lignée de Deshimaru, avec des disciples de Deshimaru. Je l'ai même rencontré une fois, Taisen Deshimaru, quand j'étais très jeune. Mais ensuite, il est très vite décédé, évidemment. Et puis, ses disciples ont pris la relève. J'ai Mm. commencé à suivre le truc. J'ai reçu une ordination. Et puis, très, très vite, je me suis désolidarisé de ce mouvement pour des raisons diverses et variées, essentiellement parce que je ne me reconnaissais pas tellement dans un style un peu abrupt, un peu martial, un peu trop, je dirais, vertical. Et puis, des lectures, et notamment ma connaissance de l'anglais, m'a permis de me tourner vers des textes publiés outre-Manche et outre-Atlantique. Et je me suis retrouvé face à une lignée qui était celle de Nishijima, et notamment une traduction du Shobogenzo par Mac Cross, qui est devenu à la fois mon enseignant du Zen et celui qui m'a initié à la technique Alexander, puisque c'est un professeur de technique Alexander. Et c'est donc avec lui que j'ai à la fois recommencé à pratiquer et aussi j'ai complètement respiré ma pratique et vécu une pratique dépourvue de tension, de douleur. C'en était terminé de l'immobilité pendant des heures durant à essayer de tenir sur un coussin et Oui. c'est devenu une pratique joyeuse et enfin réconciliée. Voilà. Et tu peux redonner le nom de cette personne, je n'ai pas bien compris. Oui, alors il s'appelle Mike Chodo Cross et c'est un traducteur, c'est le traducteur du Shobogenzo de Dogen, qui est le trésor de l'œil de la vraie loi, qui est son Mm. texte essentiel. Et il l'a traduit avec Nishijima dans les années 90. Et puis, il a publié donc cette traduction en 4 tomes, qui est encore disponible, je crois, en ligne et accessible à tous. Et c'est une des traductions qui a le plus marqué récemment, puisqu'elle est la plus fidèle finalement. Mm. Elle est la plus proche du texte original, même si elle n'est pas la plus poétique. La plus poétique est celle de très très loin qui a été faite par Kaz par la suite chez Shambhala. Mais la traduction de Cross et Nishijima fait autorité par sa fidélité et sa rigueur. C'est Mm. vraiment du pur Dogen qu'on retrouve là, et presque verbatim. Mm. Voilà. D'ailleurs, à la fin du livre que tu as édité chez Almora, il y a quelques traductions que tu as réalisées toi-même aussi C'est de ça. textes des Dogen, notamment le début du Shobogenzo, le Genjo Koan, que tu as, que tu as traduit aussi. Oui, Donc voilà, tu tout ne à te fait. contentes pas de lire des traductions en anglais, tu pars directement du texte japonais. C'est ça. Tu lis le japonais, c'est un japonais ancien ou Alors, c'est le même que... alors oui, je me coltine le japonais kanji par kanji, le japonais ancien, et donc Hmm. avec un peu de patience, on peut faire ce travail de mule qui consiste à effectivement prendre le texte à bras le corps et essayer de saisir toutes ces subtilités. D'autant plus que tu le sais forcément, et ceux qui nous écoutent le sont aussi, je pense, les kanji proposent un feuilletage de sens. C'est en fait un idéogramme représente une multitude de possibles et dans la contrainte même de l'énoncé, c'est possible, c'est clair, s'atténue. Il y a donc tout un relief très intéressant à percevoir et prendre le temps d'y mettre les yeux révèle un paysage verbal et signifiant extrêmement intéressant. Hmm. Je me plairais à dire, c'est une sorte de frondaison, un peu comme de ces frondaisons qu'on observe dans la lumière, avec cette lumière qui passe, ces feuilles qui bougent. Il y a une très grande mobilité. Je trouve qu'il y a Hmm. une très grande fixité dans notre manière de parler, d'écrire la langue. Il y a beaucoup plus je dirais, de mobilité dans l'écriture des kanji, ne serait-ce aussi que par la gestuelle, Hmm. même leur origine chinoise et les images qu'ils Hmm. représentent. Hmm. Alors venons-en au livre donc que tu as édité, S'éveiller à sa véritable nature, paroles vivantes des maîtres anciens du Zen. Alors dans la quatrième, j'ai indiqué que voilà, je lis un petit extrait, en s'inspirant de diverses voix venant d'aphorismes du taoïsme,
de poésie du bouddhisme Chan, de koan zen ou de propos de grands maîtres du zen comme Dogen, Keizan, Hakuin, Pierre Turlure nous montre que le véritable zazen, la méditation assise, nous ramène à la source de notre être. Donc, est-ce que, voilà, donc ça indique un peu ce que tu as fait dans le livre, tu t'es appuyé sur des citations de maîtres du zen, mais pas que du zen, aussi du bouddhisme chinois, du Chan, aussi de taoïstes, pour nous parler de l'éveil, en fait, de l'éveil à sa véritable nature. Quel était ton projet, en fait, en écrivant ce livre? Même si tu dis toi-même que tu l'as pas écrit, que ça s'est écrit à travers toi. Bon, alors là, le projet, effectivement, il a été élucidé dans l'écriture elle-même. C'est-à-dire que des textes me sont venus, ils se sont organisés, ils se sont agencés, et j'ai perçu une structure, et c'est pour ça que j'ai organisé selon les 4 phrases de Dogen qui sont celles du fameux Genjo Koan. Mais pour revenir, effectivement, je crois que si l'on prend le texte en lui-même, c'est pour donner un éclairage sur l'éveil qui soit un peu différent, parce que je crois qu'il y a au sujet de l'éveil beaucoup, beaucoup de malentendus. Et ce texte s'efforce de les dissiper, ou en tout cas de donner un regard sur l'éveil qui soit très différent. Voilà. Alors, moi, j'ai pratiqué Zazen aussi pendant pas mal de temps avec les disciples de Deshimaru à Paris. Et bon, il y a un certain temps déjà, mais dans mon souvenir, le mot éveil était presque jamais prononcé, on en parlait très peu. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que toi, tu le places au cœur de ce livre. Tu parles de l'éveil, de cette expérience transformatrice. C'est une nuance, tu crois, avec cet enseignement d'Eshimaru ou c'est moi qui ai mal compris, en fait, peut-être aussi. En tout cas, toi, tu le places au cœur de ton enseignement. Non, je crois qu'effectivement, Maître Deshimaru avait à cœur de ne pas mettre l'accent sur Oui. Kensho, Satori, estimant qu'il fallait avant tout mettre Zazen en avant, puisque Zazen, selon lui, et il n'avait pas tort à ce titre, c'est l'éveil. Mais néanmoins, si l'on ouvre Keizan, si on ouvre Dogen, si on ouvre les anciens textes, l'éveil est tout le temps, toujours en question. C'est de cela qu'il s'agit. Et les textes s'écrivent à partir de l'éveil lui-même. Les textes sont des émanations, ce sont des fibrilles qui jaillissent, ce sont des sarments, ce sont des gestes comme des gestes végétaux, ces textes qui viennent de l'humus, de la terre de l'éveil, et dont ils expriment la quintessence et la beauté. Voilà. Donc, oui. C'est peut-être pour ça que je me suis attaché à restaurer ce mot, à le réintroduire là où il a été chassé et banni, pour une raison, ma foi, assez simple, c'est qu'effectivement, l'éveil a pu constituer pour les premiers lecteurs des ouvrages de Hébert, je crois, Herbert, ou en tout cas Suzuki, le premier Suzuki, l'éveil a pu constituer une espèce de Graal, une espèce d'objectif, une espèce d'idéal, une sorte d'utopie de la pratique. Et donc, cela peut être effectivement un immense handicap, dans la mesure où il ne s'agit pas d'aller vers l'éveil, mais de pratiquer à partir de l'éveil. C'est donc en déployant la conscience panoramique que la pratique se fait et se donne dans cette ouverture, et non vers un éveil lointain, fantasmé, complètement incroyable que souvent, finalement, les débutants, et nous l'avons tous été, et nous le sommes toujours tous un peu, ont tendance à se diriger. Voilà. Tu parlais de Suzuki, de Daisetsu Suzuki, et je me souviens dans son magnifique livre Essai sur le bouddhisme zen où il dit il n'y a pas de zen sans Satori. Pour lui, c'était central aussi, ce que tu appelais, enfin, voilà, l'éveil, Satori, Kensho. Oui. Eh ben oui, c'est la même chose que pour Mumon Roshi, il n'y a pas d'éveil, forcément Mumon sans Satori, mais c'est la même chose pour Dogen. Simplement, le Satori n'est pas une conséquence de la pratique, la pratique est l'expression de l'éveil. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors, il est vrai que je crois que dans la langue de Mumon et dans celle de Hakuin et dans celle de Suzuki, qui était un disciple d'un très grand maître, très illustre maître zen, qui s'appelait Soen, je crois, Soen Nakagawa, eh bien, l'éveil était quand même une sorte d'étape dans un chemin, évidemment. Et c'est là peut-être une des petites subtiles différences entre l'école Rinzai et l'école Soto, bien qu'à la fin, les deux écoles soient finalement quasiment identiques, puisqu'elles aboutissent toutes deux vers l'assise dépouillée et complètement silencieuse. Tu as parlé tout à l'heure de la conscience panoramique et pour décrire donc cette conscience ouverte. J'avais noté en effet ce passage où tu dis
Donc, tu parles de cette expérience d'ouverture, d'éveil, conscience panoramique sans objet, miroir dépourvu de centre et de périphérie. En cet espace, il n'y a plus de religion, de bouddhisme, plus de vue ni de considération, plus de sagesse ni de folie, plus que cette vaste liberté et cet espace sans bord. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase, cet espace sans bord, sans centre ni périphérie. Ça décrit effectivement la conscience ouverte. Mais alors, ce n'est pas bouddhiste, alors. Il n'y a plus de bouddhisme dans cet espace, c'est ça? Alors le paradoxe, c'est celui-là, c'est que le bouddhisme conduit finalement à sa disparition. C'est-à-dire que si l'on est véritablement bouddhiste, le bouddhisme disparaît et il n'y a plus que cette présence à la présence, et cette espèce d'ouverture inconditionnelle et qui n'est même plus consciente d'elle-même. C'est-à-dire que voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsque l'on fait véritablement zazen, le moine, le mec qui fait zazen, l'habit qui fait ou qui ne fait pas le moine, tout ça disparaît, tout cela tombe. Il n'y a plus du tout de ce type de traces. Et c'est ça qui est très intéressant dans la pratique. Tant qu'on est dans une pratique réflexive, trop consciente de ses ajustements, on reste encore dans quelque chose qui est de l'ordre de l'autocontemplation avec un observateur. Et cet observateur, à un moment, doit totalement lâcher prise par rapport à sa propre personne. Et ce qui se passe, il doit finalement se jouir dans l'espace et de l'espace et finalement accepter de s'y confondre et de s'y abandonner. Voilà. Magnifique. Je voudrais, pour donner un exemple à nos amis qui nous écoutent là, je voudrais lire un des textes que tu as mis en avant, puisque tu dis que c'est le cœur de l'expérience réelle du zen. C'est le premier texte, en fait, un texte de Li Po, qui était un poète chinois du IXe siècle, et qui dit ceci: tous les oiseaux se sont envolés, un nuage flotte à son aise, nous sommes assis, la montagne et moi-même, jusqu'à ce que seule la montagne demeure. Voilà, c'est un poème très connu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, pour toi, c'est là l'expérience, le cœur de l'expérience réelle du zen? Très intéressant parce qu'il y a ce mouvement effectivement des oiseaux, il y a l'envol des oiseaux, c'est très célinien comme truc, j'adore cette image. Mais c'est en fait les oiseaux qui sont foutus le camp, le bruit, les conversations, les agitations, le monde des formes s'est dissipé finalement, le monde des formes avec ses attraits. Reste ce nuage évidemment, mais ce nuage lui-même finalement dérive, ce nuage c'est la pensée, et il n'y a plus que l'assise de l'homme sur la montagne, et cette montagne en fait finit par demeurer seul et l'homme finit par s'effacer lui-même. C'est-à-dire qu'on revient à cet essentiel avec un abandon progressif du monde, des occupations, des pensées et même de la notion d'identité. En fait, ce poème exprime aussi notre destinée. Nous sommes tous appelés à cela, ne serait-ce que dans notre vie biologique. Nous sommes un jour appelés simplement à dire « Ok, je disparais, je consens à disparaître, je consens à m'effacer ». Et notre pratique consiste, comme le disait Taizen Deshimaru, mais on retrouve cette idée chez beaucoup de maîtres, consiste à mourir dans la vie. Mourir dans la vie, c'est-à-dire véritablement, mais pas mourir d'une manière théâtrale, je meurs, c'est beaucoup par une espèce de harakiri ou bien une sorte de conscience de mourir ou du sacrifice. Non, tout simplement s'effacer. Donc, l'éveil du zen, c'est le moment où il y a une prise de conscience que il n'y a plus d'observateur qui regarde la montagne, il n'y a plus quelqu'un qui médite, il y a juste le monde sans quelqu'un qui regarde. Quelque chose comme ça. C'est pas une prise de conscience, de toute façon-là, il y a encore quelque chose. C'est-à-dire c'est l'acceptation de ce qui est et le total corps à corps, corps dissous dans corps étendu de ce que nous sommes, cela est, cela nous est, cela. En fait, les bords, les distances s'effacent. C'est très intéressant. Mais ça ne... Et la notion de durée à ce moment-là n'est même plus mesurable. Ça peut durer 1 seconde, 10 secondes, 1 minute. Mais de toute façon, ça ne dure pas puisque c'est toujours là. Ça n'est pas quelque chose vers lequel on va et qu'on acquiert. Ce n'est pas le fruit d'un travail qui va nous donner une possibilité d'acquérir une technique ou un savoir-faire. C'est tout simplement l'être, le cœur de l'être. Et ce cœur de l'être, il est disponible à tout à chacun. J'ai souvent, d'une manière un peu provocatrice, l'habitude de dire aux gens, vous savez, le zen, c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui vivent très bien sans et qui mènent une vie parfaitement saine et qui sont très heureux, qui sont très équilibrés, qui n'ont pas besoin de faire tout ce bazar. Donc, en fait, cet éveil, il est notre ADN, comme j'aime souvent le répéter. C'est quelque chose que tout le monde a et que surtout tout le monde est.
et que par conséquent, il n'y a pas à s'enorgueillir de disposer d'une technologie, parce que ça n'est pas une technologie, ça n'est pas une technique ou une technologie, c'est tout simplement une invitation à retourner à ce qui est originellement. Mais il y a des gens qui le font très, très bien sans tous ces falbalas et ces rituels ou ces choses. Et juste une question personnelle, est-ce que toi, tu te souviens du moment où tu as découvert, est-ce qu'il y a un moment précis dans ta vie où tu as découvert cette conscience panoramique? Est-ce que ça a été un événement brutal, donc Satori, Kensho, une espèce de retournement de la conscience sur elle-même, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert peut-être graduellement, par un phénomène plus progressif? Alors, au départ, effectivement, il y a des moments. Il y a des moments très précis. Il y a le moment, par exemple, de la première découverte de Zazen à travers une statue d'un Bouddha, et j'ai reconnu que ça, c'était pour moi, que ça, c'était moi. Ensuite, il y a la première expérience de m'asseoir au dojo de Temple de Saint-Saul, sous la direction de Francis, qui était un moine zen très, très proche disciple de Taizen Deshimaru. Et là, l'impression d'être rentré à la maison. Et puis, il y a effectivement un très grand Kensho, alors que j'avais à peu près 14 ans, dans les remparts de l'Okinawa, où l'univers s'est complètement effondré. J'avais la réponse à toutes mes questions, et toutes mes questions étaient comme plus rien. Elles n'avaient même... Et voilà. Et j'étais complètement abasourdi, et en même temps, j'avais envie de danser. Et je me souviens d'être sorti de cela et d'avoir essayé de garder ça. Mais ça, c'était avant de pratiquer Zazen, alors que tu avais 14 ans? Non, c'était juste au début de ma pratique. Ah oui, tu as commencé super jeune, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est rare de voir des adolescents s'asseoir sur un coussin face à un mur blanc. Oui, mais le problème, c'est que l'adolescent dont tu parles, il a eu un papa qui était très difficile et qui était très violent. Il a eu des expériences de jeunesse qui l'ont confronté à ce qu'on appelle le samsara, c'était la souffrance, très tôt. Et donc, il a eu le sentiment qu'il y avait vraiment un truc à faire dans cette vie et qu'il y avait une souffrance qu'il ressentait profondément, et il y avait des questions qui étaient très intenses. Et d'ailleurs, quand j'étais très très jeune, quand j'ai fait ma communion, j'ai eu une crise de mysticisme par rapport à la Vierge et par rapport à tout ça. Et puis ça a été balayé par la rencontre de Zazen, et puis ensuite, voilà, et ces expériences. Et aujourd'hui, c'est super, je n'ai plus ces expériences et je m'en fous complètement. Et en fait, je crois que ces expériences sont complètement mélangées à mon quotidien. Et d'ailleurs, la différence entre l'assise et la vie, elle n'est pas tellement importante pour moi, elle l'est de moins en moins en tout cas. C'est-à-dire que je continue à conduire mon derrière vers le coussin, je sors du coussin, je vais vers la vie, mais finalement, bien malin, si je peux dire où est la pratique, où elle commence, où elle finit, les choses sont toujours là finalement, toujours. Il y a une espèce de confiance qui s'installe dans cette réalité. Mais justement, j'allais te poser la question sur le lien entre la posture de Zazen et l'éveil. Tu dis à un moment donné, c'est le zen assis qui est le sceau de la réalisation des Bouddhas, où le débutant et l'expert ne font plus vraiment de sens. L'un et l'autre se confondent. Donc, est-ce que pour toi, enfin, tu viens un peu donner la réponse, mais est-ce que être assis en Zazen, bon, ce que j'ai bien compris, c'est pas une technique pour atteindre l'éveil. Tu l'as dit, c'est l'éveil en pratique, mais oui. En quoi cette posture est-elle importante? Puisque, au fond, il y a des tas de gens qui réalisent cette expérience sans la pratique assise, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait pour toi? Qu'est-ce qui la rend si importante? Pourquoi est-ce que on ne pourrait pas s'en passer, quoi, peut-être? Alors, moi, je ne peux pas m'en passer. Donc, tu continues de t'asseoir, etc. Voilà, elle est la manière dont effectivement cela s'exprime. Mais ça n'est pas la seule manière. Et fut un temps, je considérais que Zazen était l'éveil et il y avait le reste. Aujourd'hui, j'ai compris que Zazen prend toutes les formes de ma vie aussi. Et que ce Zazen, le véritable Zazen, n'a pas de forme. Mais effectivement, dans le tangible, il peut avoir la forme d'un mudra, de main qui se pose sur le giron, d'une tête qui va tendre vers le ciel sans trop pousser, d'un corps qui va se dilater, quelque chose de ce genre, mais sans la rigidité musculaire qui était associée quand j'ai commencé, puisque j'avais une manière très physique et musculaire de pratiquer. Aujourd'hui, avec la technique Alexander et puis avec les presque 50 années de pratique que j'ai au compteur, eh bien, ben voilà, les choses se font plus naturellement et plus calmement, en tout cas, je crois. Et voilà. Et je crois que si tu veux, cette posture exprime cette merveilleux équilibre, cette merveilleuse compassion. Et elle est aussi, il faut se souvenir,
une sorte de commémoration, parce que c'est la posture en laquelle le Bouddha réalise l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que nous poursuivons sa pratique, nous continuons à la vivre. Lorsque, en fait, nous étudions le Denkoroku, ce fameux texte de Keizan qui présente tous les koans de la transmission, n'est-ce pas, de maître en maître, en fait, on est amené à reconnaître les maîtres non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Nous sommes Shakyamuni, nous sommes Bodhidharma, nous sommes Eka, nous sommes les maîtres, les uns. Nous sommes, toutes les facettes de notre être sont les facettes de ces maîtres. C'est la même chose pour les bodhisattvas. Les bodhisattvas ne sont pas des formes extérieures, ce sont des aspects de notre psyché, ce sont des aspects de nous-mêmes. Et donc, nous avons un côté Jizo, un côté Manjushri, un côté Kanon. Voilà. Et ça fait partie de ce que nous sommes. Donc, il y a toute une symbolique, toute une gestuelle, tout un ensemble de mudras et de pratiques qui sont très codifiées, qui correspondent à cela. Et c'est ce que nous pratiquons, nous, dans notre voie. Mais il me semble aujourd'hui être possible de penser, de rendre abordable la chose selon laquelle on peut vivre une expérience authentique sans pour autant passer par le cadre d'une pratique telle que le zen. Mais si on veut faire du zen, c'est zazen qu'il faut faire. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, les personnes qui viennent te voir donc, pratiquent zazen et parfois, il y a un moment où cette conscience panoramique est reconnue et donc ils viennent te voir en te disant, voilà, j'ai découvert ou j'ai pris conscience de cet espace ouvert, de cette non-dualité. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que toi, tu reconnais cette expérience chez eux ou on n'en parle pas en fait? Alors, moi, je la reconnais, mais en même temps, je leur demande de l'abandonner. C'est-à-dire que toute réalisation doit être abandonnée sur le champ. Pas qu'il y ait d'attache. Exactement. Il faut absolument qu'ils se libèrent de toute espèce d'identification. Donc, effectivement, sur le chemin, il va y avoir ce type de phénomène. Et donc, c'est pour ça que l'échange, la relation avec l'élève est importante. Et parfois même, il n'a pas besoin de s'exprimer. Il entre dans la pièce où il apparaît sur l'écran et je le vois tout de suite. Il y a un truc qui s'est produit. On échange un peu, etc. Et mon premier mot, c'est toujours de dire, bon, allez, on passe. On laisse tomber. Et il n'y a pas de validation. C'est même pas la peine qu'il y ait de validation. C'est simplement l'idée, libère-toi même de ça. Ne deviens rien. Applique-toi à n'être personne. C'est encore plus important que d'être un Bouddha. Sois libre. Voilà. Oui, à propos du rien, justement, tu donnes un extrait du Zenrin Kushu. Ah, je n'ai pas noté l'auteur Zenrin Kushu. C'est une compilation, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Et il est dit, dans le rien, tout est contenu, sans limite, les fleurs, la lune et les pagodes. J'ai trouvé ça magnifique. Oui. Dans le rien, tout est contenu. Donc, mais en même temps, donc, tu parles du rien et en même temps, parfois, tu parles du soi. Donc, tu fais pas de différence. C'est juste des mots, peut-être. Il n'y en a pas, oui. Il n'y en a pas. Ouais. C'est une autre manière de nommer la même réalité. Ouais. C'est-à-dire une réalité absolument ouverte, fluide, totalement heureuse. C'est le Dharmakaya, finalement. Le Dharmakaya, c'est le corps de la réalité absolue. Il est libre de toute espèce de conditionnement. Il est complètement... voilà. Mais il ne faut pas tomber dedans complètement, parce que si on tombe dedans complètement, on risque de s'abrutir et de faire fausse route. Et c'est très important. Nagarjuna avertissait beaucoup sur le piège de la vacuité. Et il ne faut surtout pas saisir la vacuité et s'y attacher, parce que sinon, c'est comme un serpent. Si vous le saisissez, il peut vous mordre. Donc, il est important de se libérer par rapport à ça. Voilà. Et donc, puisque tu parles, le soi, c'est plutôt un concept qui appartient à l'hindouisme, disons, le rien, la vacuité, shunyata, plutôt au bouddhisme. Donc, tu considères que l'expérience d'éveil est universelle, tu n'en fais pas quelque chose de spécifiquement bouddhiste, en fait. Tu te nourris à différentes traditions. Oui, alors il y aura des gens qui, de chaque côté, à la fois du côté de l'Advaita, te diront que l'Advaita, c'est quand même mieux parce qu'il y a dans le Mahayana et dans le bouddhisme, il y a ceci, dans le Mahayana, il y a mais ils ont un truc, mais ils n'ont pas Zazen ou ils n'ont pas le Bouddha, enfin voilà. À mon avis, ce sont des propos, ce sont des gens qui chipotent, mais en même temps, ils ont raison de chipoter parce que c'est ce qui fait que leur tradition se conserve, se préserve et se transmet. Et je crois en l'importance de la démarcation des écoles. Il faut se méfier de la soupe au pistou, il faut se méfier du grand mélange des genres. Et à mon avis, il est très important de conserver nos spécificités et le caractère propre de nos écoles, tout en reconnaissant, et en tout cas moi c'est ce que je fais, la pleine validité des expériences dans les autres traditions. Je comprends.
Très bien, ça me paraît très sage. Et dans ton livre, tu cites beaucoup de maîtres zen. Au fond, tu te sens le plus proche de qui, en fait? De quel maître zen? Si tu avais cité un nom, Ryokan, Ouais, peut-être Dogen? moi, j'aime bien les déglinguer, donc en fait, Stan Dorsey, donc Ah bah oui, justement, parlons de lui alors. Issan Dorsey, qui était-il? Parce qu'il y a un chapitre sur lui. Donc ça vaut le coup que tu en dises quelques mots en fait. oui, c'était un junkie, drag queen, un beau mec, tout à fait homo et complètement Du XXe libéré. siècle, hein, précise, parce que nos amis vont penser que c'est au Aux Moyen Âge États-Unis. japonais. Non, c'est Ah, mais aujourd'hui. ça aurait pu être, mais pas junkie, mais en tout cas, homo, ça aurait pu être à l'époque, dans le Moyen-Âge japonais, et qui finalement a vécu une vie assez difficile, assez belle, assez dissipée aussi, et qui a commencé à se détruire jusqu'à jusqu'à ce qu'il rencontre Suzuki Roshi et son enseignement. Et là, il a fait un chemin complètement inverse. Mais il n'a jamais renié, bien sûr, son homosexualité qu'il a fini, il continuait d'honorer jusqu'à la fin. D'ailleurs, il est mort du sida. Et il a été l'un des premiers à ouvrir un des centres d'accueil des malades touchés par le sida et pour les aimer et les accompagner dans ce passage qui à l'époque était très très difficile. Il faut s'en souvenir dans les années 90. Et puis voilà, et il incarne pour moi cette merveilleuse ouverture et cette façon très peu prétentieuse d'être. Et je dois dire que la chose est assez intéressante, mais mon propre maître, Chodo Cross, l'a rencontré et a été complètement marqué par cette rencontre. Et à la limite, dans des propos qu'il m'avait tenus, beaucoup plus qu'avec celle de Nishijima. Il avait rencontré cet homme qui était assis avec une telle aisance et une telle lumière se dégageait de sa personne. Il avait été intimement impressionné par le personnage. Issan Dorsey. Je mettrai une photo à l'écran là. Il y a une anecdote qui est absolument incroyable. Le jour de son intronisation en tant qu'abbé du centre Zen qu'il avait fondé pour les malades et puis pour la pratique de Zazen, il y avait un bâtiment dans lequel il y avait des gens qui passaient malheureusement des moments difficiles, parfois d'agonie, et il y avait une sonnette qu'ils avaient coutume d'agiter pour demander de l'aide ou de l'assistance. Il était là en grande cérémonie, en grande pompe, avec son kotsu, son shipei, ses habits, ses kessas, et la sonnette retentit. Et là, il donne toutes ses affaires à son attendant. Il lui fait ne bougez pas, il faut que j'y aille. Et en pleine cérémonie, il s'en va et il s'assoit auprès de cet homme qui était en train de mourir et lui dit je suis là. Il lui prend la main, je t'aime, je suis là, je suis avec toi. Et voilà. Et il interrompt sa cérémonie parce qu'il n'en a rien à battre. Ce qui est important pour lui, c'est cet homme qui va mourir. Ça, c'est Issan Dorsey. Magnifique. Oui. Et voilà, je veux savoir pour toi, est-ce que tu dirais que Zazen, c'est une voie directe ou une voie graduelle ou ni l'un ni l'autre? Parce que tu donnes des mots de Yoka Daishi, qui était disciple de Wineng, je crois, dans le champ de l'éveil, il me semble, hein, donc ce passage qui est réalisant directement le non-né, je suis libéré sur le champ de la joie mondaine et de la souffrance due à la perte. Réalisant directement le non-né, je suis libéré sur le champ. Donc là, ça semble inviter à une voie directe. C'est l'enseignement de Bankei aussi. Et en Oui, fait, exactement. ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que la réalisation, elle est toujours là, elle est directe, mais tu vas peut-être consciemment, dans ton psychisme humain, la vivre d'une manière graduelle. Parce qu'il va y avoir des étapes que tu vas traverser qui correspondront peut-être à des étapes d'un chemin biologique, biographique et autres. Et donc, il semblera que pour toi, il y ait progression, qu'il y ait cheminement, mais en fait, pas du tout. Ça se fait dans un grand cercle qui est absolument sans bord et sans limite. Et tout a toujours été. Donc, c'est les deux. Les deux. Je m'attendais à cette réponse, très zen. Et donc, tu parlais de ce chemin à la fois direct et graduel. Et pour toi, quels sont les principaux obstacles parmi les gens qui viennent te voir? Les obstacles sur cette voie d'éveil? D'ailleurs, y a-t-il même des obstacles? Qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leur voie nature? La volonté de devenir quelqu'un de spécial, d'échapper à la souffrance déjà. La première chose qu'il faut faire, c'est plonger dans la souffrance. Il faut plonger dans la souffrance pour pouvoir l'aimer et la reconnaître comme une expression même de l'éveil, c'est-à-dire que c'est ça la chose la plus difficile. Fuir la souffrance, c'est la meilleure manière de la retrouver, encore décuplée. Donc, c'est tout cela aussi qui risque de les égarer. Il y a beaucoup de pièges qui sont les pièges de la saisie, de l'envie de devenir, de l'envie de parvenir.
Il y a bien sûr certes le poids, parfois, le poids de certains conditionnements, ou la croyance que ces conditionnements ont un poids sur nous, ceux de l'enfance, ceux des traumatismes, ceux des Mm. accidents, l'histoire personnelle. Et tout ça, ça peut effectivement, si nous y accordons une importance démesurée, peser. Mm. Euh, oui, voilà. Donc, il faut peu à peu se libérer. Et le chemin consiste, en tout cas, c'est ma manière de le voir, à libérer peu à peu, à aider l'élève à se libérer de ses propres hantises et de ses propres espoirs pour arriver au non-espoir absolu, ce moment radical où il n'y a plus rien à espérer parce que tout est là, et en même temps, à ce moment-là, de se débarrasser du maître. Mm. C'est-à-dire que moi, je disparais, je pars sur la pointe des pieds, et il, elle, oui, elle, fait ce qu'il veut de sa vie. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement zazen dans ton enseignement, il y a aussi des entretiens avec, avec, je ne sais pas comment tu les appelles, les étudiants, les disciples, C'est les ça. amis, Alors, oui, je les appelle les élèves pour ne pas les les appeler élèves. disciples, Mm. ça fait un peu trop maître de je ne sais pas trop quoi. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai très peu de personnes avec moi. C'est-à-dire, je n'ai pas très peu de personnes parce que je suis assez sollicité, mais ce que je fais, c'est que je sélectionne malheureusement, ou je ne peux pas passer. Voilà. Grosso modo, je passe à peu près une demi-heure par semaine avec chacun. Ah oui. Ah oui, pendant des années. Ah, d'accord. Donc, Oui, c'est un vrai ah oui, oui, suivi. ah non, ah oui, c'est un vrai suivi, c'est un vrai accompagnement. Et voilà, on n'est pas du tout dans les structures où tu as un cercle concentrique autour d'un cercle rapproché autour du gourou, et puis on ne peut pas l'atteindre, on lui vous voit 5 minutes, il vous fait un petit sourire, on est content, et puis on continue. Pas du tout. Moi, je donne de mon temps et pour zéro pépette. Mhm. C'est-à-dire que j'ai un boulot, j'assume avoir ce boulot, je ne demande pas d'argent pour mon enseignement, pas d'argent pour ma pratique, pas d'argent pour mon partage. Parce que ça, c'est aussi une chose qui est caractéristique des gens qui m'ont transmis, ils ne m'ont jamais rien demandé. Mhm. Ils m'ont demandé le prix fort, c'est-à-dire la vie. Mhm. Ouais, Mhm. mais l'argent, ça ne rentre pas dedans. Voilà. Et c'est important. Donc, je demande par exemple, là, je vais prendre l'avion. Ils ont la gentillesse de me défrayer mon avion, c'est tout. Mais pas de frais pour l'enseignement et surtout pas non plus, je ne compte pas mon temps dans ces moments. Donc, en fait, chaque semaine, je passe à peu près 5-6 heures dans des entretiens de Kusan avec des élèves. Plus les zazen que tu guides, tu m'as Plus les dit. Taisho, plus les enseignements, parce que je n'enseigne pas pendant Zazen. Dans mon école, les Zazen sont entièrement silencieux. Je ne veux pas, D'accord. je ne salis pas les Zazen avec des mots. Je laisse Zazen à Zazen, je laisse le silence des Bouddhas au Bouddha. Oui. Et donc, il y a des Taisho, des enseignements, des partages, des mondos, et puis les accompagnements de Kusan. Et puis, bien sûr, je leur demande aussi souvent d'avoir une pratique artistique, parce que je crois que c'est essentiel. C'est fait partie pour moi de l'un des moyens d'exprimer la voix, et puis aussi d'une pratique que j'appellerais socialement éveillée et consciente, mais qui ne se rend pas ni publique, ni qui ne fait pas sa publicité. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de jouer au bon samaritain, il s'agit tout simplement d'aider les autres, mais sans se faire remarquer, voilà, et Mhm. sans dire, Mhm. parce qu'on fait partie du même bateau. Hein. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Et quel est, bon là tu es loin de la France, tu es au Japon, mais comment tu es perçu, toi, aujourd'hui, dans le monde du zen français? Est-ce que le Alors, fait c'est que tu très sois au compliqué. Japon, ça te donne une autorité particulière? Parce qu'en fait, tu es sur la terre des maîtres, finalement. Hein. Non, je crois que je fais l'objet d'un succès peut-être je sais pas. Il y a des gens qui me lisent, beaucoup me lisent en secret, beaucoup me lisent en très discret parce que je n'ai pas bonne presse parmi certaines personnes très officiellement installées, Mhm. puisqu'en fait, ils m'ont jamais vu venir et mes enseignements sortent de nulle part et ils ont l'impression de météorites et effectivement, ce qui me traverse est très percutant. Mhm. Voilà. Quand on compare, c'est un peu choquant. Voilà. Et donc, je crois que finalement, c'est un peu difficile pour moi. J'ai par exemple failli plusieurs fois passer à la mission Sagesse bouddhiste et j'ai été refusé à dernier moment dû à Mhm. des interventions très haut placées, par exemple, que je ne nommerai pas. Je n'ai pas besoin de le faire, mais voilà. Donc, voilà les types de déconvenus auxquels je me suis, je dirais, auxquels j'ai dû me mesurer, Mhm. malheureusement.
mais je l'accepte bien volontiers, puisque de toute façon, je n'ai pas vocation à faire beaucoup d'émules ni d'élèves. J'ai simplement à faire mon boulot, et puis voilà, et puis c'est tout, c'est simple. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre. J'invite en effet nos amis à voir ce livre qui contient, bah, en effet, un enseignement très percutant. Moi, j'ai mis sur la quatrième que c'est un des plus beaux livres que j'ai lu sur le Zen. Et c'est vrai, et tu as une manière de parler de la pratique et de l'éveil très, très belle, qui m'a beaucoup touché. Donc, je suis sûr que ça touchera aussi nos lecteurs. Donc, merci beaucoup, Pierre, de Et je ton vous en prie. temps. Et Merci. puis, eh bien, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.